Salut, moi c'est Justine Et moi, c'est Christine. et vous écoutez Crime glacé. Ben salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oui, j'espère aussi. J'espère que vous avez aimé notre petite surprise de la semaine dernière. Oui. J'espère aussi. On a eu tellement de plaisir. C'était trop le fun de recevoir les filles de Crime de Bin. Mhm. Puis ça faisait tellement de fois que vous nous demandiez une collab avec elles que il était temps. Vraiment. Puis, tu sais, tout le monde le demandait là, qu'on fasse un espèce de quatuor. Fait que je suis full contente qu'on l'ait fait. Oui, c'était vraiment le fun. Mm. Puis restez à l'affût parce que d'autres surprises s'en viennent. Oui, c'est très possible que... Tu sais, on a enregistré la dernière fois en studio. Très possible qu'on n'ait pas juste enregistré un épisode. Peut-être qu'on voulait faire une pierre deux coups. Peut-être. Peut-être. Bref, j'espère que vous êtes contents de la petite surprise. C'était bien le fun, ça faisait changement aussi. J'ai fait un petit jeu, puis je sais pas, je trouvais ça cool. Non, c'était vraiment le fun. Puis avec l'épisode Patreon de la semaine d'avant, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on vous a parlé à vous, là. Fait que on est de C'est retour. vrai, en plus. Nous, il se passe plein d'affaires dans nos vies, moi pis Cri, là. Et on a commencé une ligue de balles molles. Oui! Les durs à battre! Oui, on s'appelle les Durs à battre, notre équipe. Ouais. Puis on a bien du fun. On a commencé la semaine passée. On n'a jamais joué au baseball ou à la balle molle de nos vies. C'est vraiment random qu'on a parti ça, mais c'est pour faire du sport cet été. Puis à date, on tripe bien raide. Ouais, c'est vraiment, vraiment étrange. Mais c'est avec tous nos amis, fait que c'est le fun. Puis ça fait une raison de se voir comme à chaque semaine, mais ouais, on joue à la balle molle, la gang. C'est quoi notre On a vie? tous jamais joué. On a un podcast de true crime, on joue à balle molle, genre y a rien qui fonctionne. C'est toutes pas des choses que j'aurais pensé, genre, v'là 10 ans, là, ben v'là 10 ans, calme-toi Christine, v'là 5 ans, mettons, là, tu m'avais demandé, genre, qu'est-ce que tu penses faire dans 5 ans? J'aurais jamais pensé faire un podcast de true crime, ni jouer à la balle molle. C'est vrai, on s'est réinventé. Ouais. Ben des choses qui se passent. L'été arrive bientôt. J'espère que vous aussi, vous avez des belles activités de prévues pour cet été. Oui. Et moi, j'ai commencé à aller dans les crèmeries, là. Je pense que c'est ma 3e fois à date depuis le mois de mai. C'est dangereux. Ça l'augure mal. On va jouer plus fort à balle molle! Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est le temps des crèmeries. Il y a plein de monde qui nous envoie ça ces temps-ci sur Instagram. Oui, continuez à nous partager vos saveurs puis vos crèmeries, là. Mhm. J'adore. Fait que avant que tu racontes ton histoire, je vais lire les shout-outs d'aujourd'hui. On est-tu rendu Oui, là dans on fait notre ça vie? vite, là, parce que ça fait longtemps qu'on en a fait, là, à cause problèmes de son, après ça Patreon, après C'est ça vrai. crème de bin, fait qu'on est dû pour s'enclencher quelques-uns. Ouais, j'avoue que ça fait longtemps. Le premier vient de Gab. Elle dit « Allô, moi c'est Gab. J'aimerais faire un shout-out à ma meilleure amie qui vit à Sherbrooke. Moi, je suis à Gatineau, donc nous écoutons les épisodes ensemble par FaceTime. Ça nous permet de passer du temps à distance. Trop cool. Quelle bonne idée! Salut les filles! Bonne écoute! Ouais, merci beaucoup, Gab. Merci beaucoup. Sa meilleure amie, elle a pas nommé son nom. Ah, Jade! C'est moi qui l'ai pas dit. Salut Jade, salut Gab. Bref, ça donne des vibes de pandémie, genre quand on faisait plein d'affaires par FaceTime, genre on écoutait des films. Oui, on faisait c'est plein vrai. d'affaires. Le deuxième, c'est de Etty Carpentier. Elle veut faire un shout-out à toute sa famille qui nous écoute en faisant du camping. Puis, en partie à Justine, une personne de sa famille, qui nous écoute à tous les soirs. Donc, on a une petite famille true crime ici. Allô à vous! Bon camping! Puis Etty, c'est peut-être pour Étienne? C'est peut-être un gars? Peut-être, j'ai-tu parlé comme si j'étais une femme? Je sais pas. Ah, mais t'as dit féminin, c'est peut-être la personne. En tout cas. Ah, peut-être. Bref, la personne, Etty Carpentier, nous parle de sa famille et de sa Justine, qui est peut-être sa sœur ou son frère ou je ne sais pas. Salut à vous! Merci de nous écouter! Oui, merci beaucoup. Le troisième shout-out, on a Amélie qui dit Bonjour les filles, je veux faire un shout-out à mon amoureux, mon chum des 6 dernières années, papa de nos 2 belles cocottes, donc shout-out à Scott de la part de Amé. Oh, coucou Scott! Hi
Allô? Nice, non? Oui. Allô et salut à vos cocottes! OK, donc on passe à ma saveur du jour. Oui! Elle est vraiment rapide, là. Moi, ma saveur du jour, c'est la crème glacée à la lavande. OK. Et voilà. OK. Ça vient-tu d'une inspiration parce que t'en as mangé une dernièrement ou? Ben, j'avais une carte cadeau Starbucks qui datait de 2 ans dans mon portefeuille. Je sais où tu Fait t'en que vas. J'étais allée au Starbucks. J'y vais quand même rarement. Et j'ai pris leur spécial drink du printemps, matcha, latte glacé, lait d'avoine et mousse à la lavande. Oui, Et j'ai vu ça. C'était tellement bon OK. que je me suis dit qu'une crème glacée à la lavande, ça devait être écœurant aussi. Ah, c'est Fait clair. que j'en cherche. Si vous connaissez des crèmeries qui font de la crème glacée à la lavande, je suis preneuse. Mais bref, juste la genre de petite crème sucrée sur le top de mon matcha, c'était délicieux. Et ben voilà! OK, mais là, j'ai hâte de savoir ton histoire. Ouais, j'espère que t'es bien assise parce que c'est vraiment une des histoires les plus bizarres OK. que j'ai racontées jusqu'à présent. Mais là, voyons. C'est vraiment un tueur étrange, là. C'est whack, ça va être difficile à suivre tellement c'est bizarre. OK. Et il y a beaucoup de personnages aussi. Donc, j'ai ramené mon petit procédé de faire des chapitres, comme pour Pamela Horsford. J'aime ça. Donc, les chapitres sont de retour. Malade. Faut dire que ça fait une couple de semaines qu'on se donne des indices sur nos cas pour être sûr que ça ait du sens tout ensemble. Puis là, je le sais vraiment pas. Je pensais que Jules allait faire quelque chose, mais finalement, elle m'a dit que c'était pas tout de suite. Fait que je sais vraiment pas. Ouais, c'est vraiment une surprise pour Cree. Et je ne sais pas si tu connais l'histoire. C'est celle de Matthew Hoffman, surnommé le Leaf Killer. Le Leaf Killer? Ouais, genre tueur des feuilles. Dans les feuilles. Ça me dit rien, vite de même. OK, ben, je vais te l'apprendre aujourd'hui. Ma source principale pour cette affaire-là est le livre The Girl in the Leaves par Robert Scott. Donc, merci à lui d'avoir raconté cette histoire dans tous les détails. OK. Chapitre 1. Tina Herman. T'as-tu dit Tina Turner? Non, Tina Herman. OK. Excuse. C'est qui Tina Turman? Je sais... OK. C'est pas genre une... Tina Turner, tu veux dire? Oui, c'est ça que je voulais dire. Excusez. Non, je ne parle pas de Tina Turner. OK. Je parle de Tina Herman. On est à Mount Vernon, dans le comté de Knox, en Ohio. L'histoire commence au Dairy Queen de tous les endroits. On est le 10 novembre 2010. Tina Herman, elle a 32 ans et elle se pointe pas à son travail. La manager du Dairy Queen, qui s'appelle Valerie Haythorne, elle trouve ça anormal. Tina, c'est sa collègue, mais c'est aussi son amie, puis elle aurait pas manqué son shift sans la prévenir du tout. Valérie, elle lui envoie des textos, elle l'appelle, mais aucune réponse. Tina, c'est une femme de 32 ans avec 2 enfants. Elle est divorcée au moment de l'histoire, et puis avec le père de ses enfants, qui s'appelle Larry Maynard. Ces deux-là, ils s'étaient rencontrés quand il avait seulement 15 ans. C'était un amour de jeunesse. Entendez-vous ça? Non? Mon chat, il se bat. Mes chats, ils se battent. Oh mon Dieu, c'était... OK. Non, j'ai pas entendu, j'ai juste vu ta face d'horreur. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Il hurlait. Je vais recommencer. Okay? Tina, elle a 32 ans. C'est une mère de 2 enfants. Elle est divorcée au moment de l'histoire et puis avec le père de ses enfants qui s'appelle Larry Maynard. Eux, ils s'étaient rencontrés quand ils avaient seulement 15 ans. C'était un amour de jeunesse. À 15 ans, Tina, c'était la populaire de l'école, mais tu sais, la gentille populaire qui aime tout le monde puis que tout le monde aime, là, pas la petite bitch populaire, disons. Elle était vraiment aimée de tout le monde, là. C'était vraiment une adolescente super gentille, super empathique, super serviable. Les deux, ils ont eu leur premier enfant à 19 ans, une petite fille nommée Sarah, puis elle est née prématurée, mais ils s'en sont bien sortis, là. C'est un petit bébé full combattant qui, malgré sa naissance difficile, est full énergique, puis elle a réussi à grandir en bonne santé. Et 2 ans plus tard, le couple ont eu un fils nommé Cody. Donc là, en ce moment, elle habite avec ses enfants, puis Larry, il est ailleurs parce qu'ils ont divorcé. La mère de Tina s'appelle Barbara, puis elle décrit sa fille comme une excellente mère, qui est drôle, aimante, qui travaille très très fort pour ses enfants. Ses enfants sont toute sa vie.
C'est une personne heureuse dans la vie, elle tripe sur les dauphins, elle adore aller voir ses enfants à leur match de sport pour les encourager. Et Sarah et Cody, là, c'est des enfants extrêmement gentils, super serviables. Larry, il dit qu'il n'y a aucun mérite pour ça, là, que leur gentillesse, ça vient de leur mère, Tina. C'est vraiment des bons petits-enfants. Le couple de Larry et Tina, ils semblaient heureux au départ, mais ils ont eu des passes difficiles, surtout financières. Larry a trouvé une job comme camionneur à un moment donné, mais ça fait des horaires de travail difficiles, il est loin de la maison souvent, loin des enfants en bas âge, et ils ont fini par divorcer. Mais de ce que j'ai lu, c'était un divorce respectueux en bons termes. Éventuellement, Tina a rencontré un certain Gregory Borders à sa job au centre de distribution de Target. Et de fil en aiguille, les deux sont tombés en amour et ont emménagé ensemble dans un appartement avec les enfants. Tout va bien, Larry il reste dans le décor, mais il n'y a pas la garde des enfants. Ou s'ils font la garde partagée, c'est quand même principalement Tina qui a les enfants. Un jour, Tina a perdu sa job au centre de distribution et c'est là qu'elle s'est trouvée une nouvelle job au Dairy Queen. Et cette job-là a fait en sorte que la famille déménage à Apple Valley, dans une petite maison avec Greg. Apple Valley, c'est vraiment une belle petite communauté juste à côté de Mount Vernon. C'est sécuritaire, tranquille, beaucoup de forêts. Sa maison est assez isolée des voisins. Mais au bas de sa rue, il y a quand même d'autres maisons, là, un peu plus loin. On les voit peut-être pas de où se caler, mais ça reste une rue résidentielle. Et dans une de ces maisons-là habite une certaine Stephanie Sprang. Et Tina et Stephanie deviennent BFF, Best Friends Forever, en 2 secondes. Stephanie est énergique, elle est drôle, pleine de vie, puis c'est un match parfait avec Tina. Aux alentours de l'automne 2010, donc peu de temps avant mon début de l'histoire, le couple de Tina et Greg commence à battre de l'aile, sont en processus de séparation et Tina est en train de chercher un appartement pour déménager. Malheureusement, ce couple-là aussi, ça fonctionne pas. Et on arrive au 10 novembre 2010. Valerie Hayton, la manager du Dairy Queen, elle a un drôle de pressentiment. Puis, tu sais, les histoires de true crime, ça commence souvent par quelqu'un qui se pointe pas à sa job. Malheureusement, on connaît ça. Là, son employé et ami manque à l'appel. Et, tu sais, elle sent quelque chose de off, fait qu'elle décide d'appeler au bureau du shérif du comté de Knox pour demander un contrôle de bien-être. Elle explique que sa collègue Tina est jamais arrivée au travail, qu'elle donne aucun signe de vie depuis ce matin, puis en plus, est en processus de séparation avec son petit ami, ou ex-petit ami, Gregory Borders. Elle trouve ça louche. Un officier est donc envoyé à la maison de Tina autour de 20h ce soir-là. Il cogne à la porte, aucune réponse. Il remarque qu'il n'y a pas de voiture dans l'entrée, toutes les lumières sont fermées. Aux yeux de l'officier, il n'y a personne à la maison, puis il n'y a rien de louche. Il rebrousse chemin, il ne peut rien faire de plus, là, il n'y a rien de suspect, il ne peut pas défoncer la porte sans raison. Mais plus tard dans la soirée, autour de 11h30 du soir, il patrouillait dans le coin, puis il décide de retourner voir. Il s'est dit « Hey, j'ai pas eu de nouvelles, je passe par là, je vais aller recogner, voir si finalement elle est revenue chez elle. » Bon policier quand même, là, il n'était pas obligé de retourner voir. Il s'appelle Charles Statlet, donc bravo Charles pour ta bienveillance. Cette fois, il remarque une voiture dans l'entrée et les lumières allumées dans la maison. Il cogne, aucune réponse. Il peut rien faire de plus, même s'il pense qu'il y a quelqu'un ou est peut-être parti prendre une marche ou, tu sais, il peut rien faire de plus. Ouais, c'est ça. Le lendemain, mercredi 11 novembre 2010, Tina Herman manque encore sa journée au travail. Là, Valérie, elle s'inquiète. Elle rappelle le bureau du shérif et demande de retourner voir parce que quelque chose cloche. Et là, clairement que quelque chose cloche parce que ce coup-ci, les 2 enfants de Tina, Sarah Maynard, 13 ans, et Cody Maynard, 11 ans, se sont pas pointés à l'école non plus. Un mercredi, milieu de semaine. Une mère et ses 2 enfants semblent disparus ou on sait pas sont où. Et là, tu sais, même ça l'a prévenu la police, elle sait pas trop eux ce qu'ils font de leur côté. Fait que Valérie, elle décide d'appeler les proches de Tina,
dont Stephanie Spring, sa meilleure amie, qui habite en bas de sa rue. Mais là, aucune réponse de Stephanie. Là, Valérie est genre, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Elle panique de plus en plus. C'est pas normal. Pourquoi c'est silence radio? Le chum de Stephanie Spring, qui s'appelle Ron Metcalf, il voit les appels manqués de Valérie à l'égard de sa blonde. Donc, il rappelle Valérie, puis il lui dit « Tu cherches Tina? Moi, j'ai aucune nouvelle de Stéphanie. Puis ils étaient supposés être ensemble hier. » J'aime pas ça sonne pas bon. Là, les deux sont comme « OK, les deux étaient ensemble, là, on les trouve plus les deux, qu'est-ce qui se passe? Où sont-elles? Et où sont les enfants de Tina aussi? » Ron et Valérie se rejoignent à la maison de Tina, puis ils se disent « Au pire, on rentre de force. Elle nous en voudra pas, on la connaît bien. On veut juste voir si chez elle, il n'y a pas un indice qui pourrait signaler où sont-ils à l'hôpital, y a-t-il un problème, sont-ils partis en voyage? On veut comprendre où sont tout le monde. » Ça cogne, aucune réponse, fait que Valérie, elle entre par la fenêtre arrière de la maison. Et tout de suite, elle trouve que ça pue, puis elle trouve que c'est extrêmement sombre. Il y a comme une atmosphère creepy dès qu'elle rentre dans la maison. Elle marche un peu, puis elle tombe sur une scène terrifiante. Il y a du sang partout, du plancher au plafond. Il y a même des longues traînées de sang, comme si quelqu'un avait été traîné au sol, mais elle voit pas de corps, juste du sang puis de la chair humaine. Ah non. Puis ils pouvaient pas voir par la fenêtre? Ils pouvaient pas voir ça par la fenêtre, genre? Non, les rideaux étaient tirés. OK. On dirait que quelqu'un a littéralement été démembré dans la maison de Tina. Chapitre 2. L'enquête. Évidemment, en panique, Valérie appelle les policiers et les sergents Tom Durbin et Al Dexter arrivent sur la scène. Comme j'ai dit, il y a du sang à la grandeur de la maison, du plancher au plafond, il y a des tissus humains, mais aucun corps. L'enquête débute et un analyste d'éclaboussure de sang vient sur place. Il fait une analyse hyper détaillée dans le livre, là, c'est très très poussé, c'est très intéressant tout ce qu'il trouve. Mais il trouve entre autres en coupant une partie du tapis, une empreinte de bottes ensanglantées parfaite, donc une trace de pas super bien définie. C'est un très bon indice à récupérer. La trace de pas est de taille adulte, probablement masculine. Et les enquêteurs se disent « ça doit être notre suspect ». Mais là, l'analyste trouve une seconde trace de soulier. Et là, il regarde les souliers de Tina, ça matche pas. Mais c'est quand il regarde les souliers de sa fille Sarah dans sa garde-robe que ça concorde parfaitement. Là, ils sont comme « fuck ». Ça veut dire que Sarah était là quand il y a eu l'attaque, était là quand il y avait du sang sur le plancher. Ça l'augure mal, et en suivant les traces de pas, ça les mène au garage. Toujours les pas de Sarah, là. Des petits Oui, souliers. de la petite. OK. Ouais. Elle a quel âge, elle? Tu l'as-tu dit? 13 ans. OK. Dans le garage, les enquêteurs trouvent rien d'intéressant, sauf quelque chose pique leur curiosité, là. Il y a des sacs Walmart qui ont de l'air récents, avec une bâche à l'intérieur et beaucoup de sacs poubelles. Et ils décident de récupérer le tout comme élément de preuve et ils se disent « essayons de retracer cet achat-là » parce que ça peut avoir l'air un peu d'un murder kit ou d'un kit de nettoyage de scène de crime. Ouais, genre autant tu peux trouver ça dans un garage, dans n'importe quel garage, mais autant avec ce qui se passe à l'intérieur de la maison, ça sonne pas bon, là, une bâche, là. Ça fait très Dexter, là. Exact. À ce stade-ci, on sait pas s'il y a des morts, mais avec la quantité de sang, ça l'augure vraiment mal, là. Les policiers sont pas mal en train de se dire c'est une enquête de meurtre, là. Il y a de la chair humaine, là. On interroge en premier Greg, le récent ex de Tina. Évidemment, c'est le premier suspect. Il avoue que, tu sais, on est en séparation, on n'est plus ensemble, mais on habite toujours ensemble en attendant qu'on se trouve chacun un appart. Mais il dit que ce soir-là, il était allé dormir chez des amis après une game de golf. Et il a aucune idée qu'est-ce qui est arrivé. Et à cause du froid entre eux, ben, il n'avait pas vraiment essayé de contacter Tina dans la dernière 24 heures, dans les derniers 24 heures. Il n'avait pas remarqué son absence. Là, les enquêteurs, ils trouvent ça assez opportun, un drôle d'hasard que la journée où son ex et les enfants de son ex disparaissent, il était soudainement au golf et à un sleepover chez un ami. Mais en fouillant un peu plus,
Greg est innocenté. Son alibi est confirmé par son ami qui était au golf avec lui, puis chez qui il a couché. Je pense qu'il a été punché in et out au travail, donc bref, clairement, il était pas là. Et il coopère full avec la police, il n'y a aucune trace de blessure défensive ou quoi que ce soit sur lui. On le claire de la liste des suspects. Là, l'enquête continue et le soir du 11 novembre, un policier on duty là, qui fait sa ronde remarque une Toyota Yaris argent se stationner dans un parking vide, abandonné presque, là, autour de 18h. Puis là, on est en novembre, il fait noir à 18h. Puis là, le policier, tu sais, il n'y a pas vraiment de lien avec l'enquête en cours, là, il fait juste sa ronde, et il trouve ça louche. Il se demande qu'est-ce que cette voiture-là veut faire dans ce stationnement vide-là. Fait qu'il va l'accoster et lui demande « Qu'est-ce que vous faites, monsieur? » Le chauffeur de la Yaris, il dit « Je m'appelle Matthew Hoffman et j'attends ma petite amie, Sarah. » Là, le policier, il dit « OK, c'est quoi son nom de famille? » Puis Matthew, il répond « Je sais pas, on vient de commencer à sortir ensemble. » Là, le policier, il est juste genre, OK, faites juste vous déplacer, retourner chez vous, monsieur, là, comme restez pas ici, bonne soirée. T'sais, il peut rien faire, là. Il y a un monsieur bizarre qui attend sa blonde, OK. Mais il fait pas le lien, évidemment qu'il fait pas le lien que Sarah Maynard, 13 ans, est disparue. Mm-hmm. Donc, il laisse Matthew partir. Et il remarque après qu'il y a juste une voiture de stationnée dans le parking qui était déjà là avant que la Yaris argent entre. C'est un pick-up et en faisant rentrer la plaque d'immatriculation dans le système, il apprend que le pick-up appartient à Tina Herman, une des personnes recherchées. Pourquoi sa voiture est dans un stationnement abandonné? Et il fait pas vraiment le lien avec ce Matthew Hoffman-là qui rentrait par tout hasard dans ce stationnement-là aussi, mais le tout est noté dans son rapport. Ça fait pas avancer l'enquête tout de suite, mais ça va être utile plus tard. Rappelez-vous-en, on va y revenir à cette petite situation dans le stationnement. Le lendemain, la voisine de Stephanie Sprang appelle la police pour donner une piste. Elle dit que son chum, Ron Metcalf, là, le petit ami de Stephanie, a récemment creusé un trou dans sa cour. Intéressant. Toutes des affaires bizarres qu'ils apprennent, là. Ouais. Les policiers vont interroger ce Ron Metcalf. T'sais, même s'il est en panique puis il cherche sa blonde, c'est peut-être, il fait peut-être semblant. Mais là, rapidement, on se rend compte que le trou dans son jardin, c'était une tombe pour le lapin de ses enfants qui venait de mourir. Oh non! Trop triste, il est genre déterré. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cour? Puis il est juste genre, ben, c'était notre petit lapin de famille. Oh, pauvre petit. Ouais, c'est triste. Ron Metcalf coopère full, il aide la police, il se fait interroger et il est rapidement éliminé de la liste des suspects aussi. Parce qu'il cherche Stéphanie, là. Stéphanie aussi manquait à l'appel dans toute cette histoire-là. Mais ils ont pas comme pu analyser le sang dans toute la maison? Ben, c'est en attendant que ça... Ok, c'est ça, ils savent pas c'est envoyé encore. au labo, mais ça prend du temps. Exact. Mm-hmm. On continue à fouiller. Des centaines de bénévoles fouillent la ville. Il y a des hélicoptères, des avions infrarouges, des affiches partout. On fait tout ce qu'on peut pour retrouver les disparus. C'est une petite communauté tissée serrée qui met toute la main à la pâte. Mais rien. Aucun indice, aucun suspect. Les policiers s'attendaient à un crime passionnel ou personnel, là, vu la violence. Là. Ils pensaient que ça allait être un proche de la famille, mais là, personne dans leur entourage semble être coupable. Le 13 novembre, 3 jours après les événements, les policiers trouvent enfin de quel Walmart proviennent la bâche et les sacs poubelles. Ça a été acheté au Walmart de Mount Vernon le 11 novembre dans les petites heures du matin, là, genre tout de suite après minuit, payé en cash. Donc, ça a été acheté après la disparition de Tina, parce qu'elle est disparue le 10 novembre dans le jour. Fait que c'est dans la nuit du 10 au 11 qu'il y a eu cet achat-là. Et c'est la même soirée que le policier est venu faire ses check-ups chez elle. Les policiers récupèrent le footage des caméras de sécurité du Walmart en question et voient un homme, habillé d'un chandail camouflage, acheter ces items-là. Et un chandail d'Halloween à 1 pièce et un sandwich à la dinde. OK. D'accord. Ils savent pas c'est qui l'homme, là, tu sais, il voit juste comme sa face floue. Mais en le suivant à l'extérieur du Walmart, on le voit marcher dans le stationnement jusqu'à sa voiture
une Toyota Yaris argent. Et là, il parcourt tous les propriétaires de Toyota Yaris dans leur système et laissez-moi vous dire que c'est une voiture extrêmement populaire. Genre, je pense que je connais 8 personnes qui ont une Toyota Yaris grise, là. Mais finalement, il tombe sur une photo de permis de conduire, là, à un gars qui ressemble à celui sur les caméras de surveillance, mais ce qui fait allumer les policiers, c'est qu'il porte le même chandail camouflage sur sa photo de permis de conduire que ce qu'on voit sur les caméras de surveillance. OK. Comme... Quel hasard, quand même. C'était son chandail préféré. Peut-être qu'il portait ça à tous les jours. Mais il venait de refaire sa photo de permis il y a quelques semaines. C'était peut-être son nouveau chandail qui était bien fier. Là. Je comprends. Et cet homme est Matthew J. Hoffman. Et là, on s'intéresse à lui, on fouille dans son dossier et on voit qu'il y a un passé violent. Il aurait été accusé, mais pas les charges auraient été abandonnées, là, mais il aurait été accusé d'avoir étranglé son ex-conjointe dans le passé, quelques semaines avant les événements. Étranglé, mais il l'a tué ou il l'a pas tué? Pas ma Non, okay. Violence conjugale. OK, parfait. Et là, on fait le lien que ce même homme avait été interpellé par un policier 2 jours plus tôt parce qu'il était dans un stationnement désert, un stationnement où on a retrouvé le pick-up de Tina abandonné. Et il avait dit qu'il attendait sa petite amie Sarah, qui est le nom de la fille de Tina, aussi disparue. Là, tous les astres sont alignés. Bingo! On se dit, c'est clairement notre homme. Et pour vrai, les policiers, ils ont sauté de joie quand ils ont comme tout fait les liens. Là, c'était genre comme trouver le dernier morceau d'un casse-tête, parce qu'il y avait rien. Ça faisait 3 jours qu'il y avait absolument rien, puis là, en l'espace de quelques heures, toute s'aligne. Ça devait être vraiment satisfaisant. Ouais, c'est fou. Ça a comme découlé vraiment vite. À part la piste du Walmart, il n'y avait rien. Une chance qu'ils ont eu l'intuition d'essayer de trouver où le sac du Walmart venait, là, parce que, comme tu disais, ça aurait pu se fondre dans la masse, puis OK, c'est clairement des objets qui peuvent être dans un garage, c'est peut-être pas une preuve. Très bon travail d'enquête. Un mandat de perquisition est lancé pour fouiller la maison de ce Matthew Hoffman au 49 Columbus Road. Mais avant de vous raconter la suite, parlons un peu de lui. Qui est ce Matthew Hoffman? Chapitre 3. Matthew Hoffman. J'adore. À chaque fois que tu dis chapitre quelque chose, je suis comme « Ouh! » J'ai l'impression de tourner des pages. Je suis comme « Parfait! Je veux en savoir plus. » C'est vrai que j'ai l'impression de tourner des pages. Mais tu me suis jusqu'à présent, il n'y a pas trop de personnages? Non, ça va. Matthew est né à Warren, en Ohio, le 1er novembre 1980, de ses parents Robert et Patricia Hoffman. Ces derniers y ont divorcé en 1997 et Matthew y a fini par déménager avec sa mère dans le comté de Knox. Matthew, c'est un enfant tranquille, réservé. Dans sa jeunesse, il n'y a rien d'alarmant à signaler. C'est rendu à l'adolescence que son comportement commence à changer. Pas pour le mieux, disons. Tu sais, c'est un petit gars très intelligent, mais aussi très têtu. Il devient de plus en plus étrange dans son propre monde et il est pas juste un peu têtu, là. S'il est bloqué sur quelque chose, il va jamais débuzzer. Il pogne comme des obsessions sur des affaires. Et avec le temps, il développe une obsession pour les arbres. Les arbres? Oui. OK. Non, c'est parce que normalement, on est rendu au moment de l'histoire où on dit « pour les armes ». Puis là, j'étais comme « OK, on est ailleurs. Parfait. » Non, pas les armes, les arbres. Et c'est... quasiment pire, plus creepy, quasiment. On dirait qu'au moins, les armes, ça fit avec un criminel, t'es genre, OK. Mais là, les arbres, c'est un peu déstabilisant. C'est parce que vite de même, c'est cute, mais là, étant cette histoire-là, on dirait que je vois où ça s'en va. J'ai un peu peur. Les arbres, c'est sa vie. C'est pas genre, je lis sur les arbres et je veux devenir ingénieur forestier. C'est plus genre, je veux grimper dans les arbres, je veux habiter dans les arbres, je veux être un arbre. Il grimpe comme un petit singe et dit que c'est un véritable spider monkey, comme dans Twilight. Oh mon Dieu, mais j'ai peur, là. Hey, ça fait très film d'horreur, ton affaire. Oui, c'est vraiment un film d'horreur. Genre, on dirait que c'est un scénario de film. Mais oui, c'est littéralement Edward qui grimpe dans les arbres avec Bella sur son dos. Là. Oui, c'est ça. C'est Matthew Hoffman, là, c'est un spider monkey, la gang. Okay? Ah, je ris, mais c'est genre mon pire cauchemar d'être dans un chalet pis
savoir qu'il y a quelqu'un qui habite dans la forêt, genre, pis qu'en Ben, plus, il est tu autant vas voir. agile. OK. Oh là, j'aime pas ça. Au secondaire, il était souvent dans le trou parce qu'il grimpait dans les arbres et sautait en bas pour atterrir dans des piscines ou les trampolines de ses voisins, mettons. Il cherchait toujours le plus grand arbre à grimper, le prochain défi à atteindre. Il adorait prendre des risques, vivre des émotions fortes, faire des manœuvres un peu dangereuses. Genre, s'il marchait puis il croisait une table à pique-nique, il sautait dessus pour faire un backflip. Genre parkour. Si Matthew Hoffman n'avait pas le surnom du Leaf Killer, ben je dirais que c'est limite cute. Un gars qui aime grimper dans les arbres puis faire des backflips, là. Ça peut sonner inoffensif, mais dans son cas, je vous le dis, c'est vraiment terrifiant. Et c'est peut-être cute à 13 ans, mais rendu à 30 ans, on dirait que c'est un peu bizarre. Ben, à moins que ça a un lien avec ta job, là. Si c'est full pratique parce que, mettons, t'es un cascadeur puis tu t'entraînes. Ben oui. Mais on dirait que vite de même, j'aurais plus envie que Matthew, il se fasse comme transporter dans un désert, là. Genre, je te force à vivre dans le désert. Pas d'arbres. Son obsession pour les arbres, ça a un mot, la dendrophilie, l'amour des arbres. Et bon, ça va pas dans les détails, je sais pas exactement jusqu'où ça allait, mais Matthew était obsédé par les arbres à un point maladif. Il se ressourçait, il se réconfortait dans les arbres. C'était pas sain. Mais je ne sais pas à quel point c'était sexuel, mais disons qu'il y a quand même quelque chose, là. Après le secondaire, Matthew il étudie en génie électrique, parce que c'est une bolle. Il a les notes pour ça. Mais son intelligence correspond peut-être pas à la norme sociétale. T'sais, il est full intelligent, mais il est pas capable de finir ses études. Il veut lâcher assez vite le programme. Il est pas capable non plus de garder une job stable. Il est pas responsable, il change toujours de job parce que, bon, au début, il fait bonne impression, il est tranquille, normal. Mais après quelques temps, son tempérament têtu et bizarre ressort. Il dit des commentaires inappropriés, il pogne des bulles, il devient méchant avec ses collègues, il dérange. T'sais, il est jamais violent physiquement, mais on dirait qu'il est comme pas capable de faire profil bas, puis il pète des fuses, puis le monde le trouve bizarre, puis ça fait qu'il perd ses jobs. Et ses problèmes de comportement font aussi en sorte qu'il y a de la misère à avoir de l'argent, fait qu'il rush un peu financièrement. En 2000, à l'âge de 20 ans, 10 ans avant la disparition de Tina Herman et de ses enfants et de sa meilleure amie, Matthew y trouve un emploi comme plombier au Scott Barnes Plumbing et habite au Debarkay Motel à Steamboat Spring au Colorado. Bon, j'ai dit comme beaucoup de mots anglais, là, mais il se trouve une job au Colorado, puis il habite dans un petit motel crado et il devient plombier. En septembre de la même année, septembre 2000, il y a comme une envie impulsive de faire quelque chose de whack. OK. Et on dirait que ça le pogne des fois. Il y a comme des petites pulsions impulsives, là, puis ça va revenir plus tard. Et elles empirent avec le temps, vous allez voir. Mais là, c'est comme la première instance qui est répertoriée. Matthew, un beau jour, il décide de voler 3 panneaux publicitaires d'un parc de la ville. Mais genre 3 énormes panneaux qui disent genre « Bienvenue à Steamboat Springs ». Pas un petit arrêt-stop, là. Non, les panneaux touristiques, là, bruns, là, qui sont écrits genre « Parc de la Jacques-Cartier », d'enfant de même. Ou même, tu sais, quand t'arrives à Québec, là, « Bienvenue à la capitale nationale », sur le bord de l'autoroute, là, un truc de énorme, genre. Ben, il décide de voler ça, sur un coup de tête. Puis aussi, tu sais, je vous avertis, il n'y a pas vraiment d'amis, Mathieu, fait que c'est pas genre un défi entre gang de petits gars bums, là. Il a fait ça vraiment tout seul pour le plaisir. Puis c'est pas facile à cacher, là, ces panneaux-là, fait que les policiers, ils finissent bien par les retracer assez vite au motel Debarkay, où il habitait. Ils trouvent 2 panneaux dans sa chambre et un sous le bâtiment. Je sais pas trop comment il l'a caché, là, mais sous le bâtiment, peut-être dans un genre de sous-sol ou dans une trappe. Aucune idée. Les policiers retrouvent le nom de la personne qui avait réservé la chambre, Matthew Hoffman, mais ça fait déjà un bout qu'il est parti, en laissant les panneaux derrière lui. C'est random, OK? C'est vraiment random. Là, on appelle Matthew, on trouve son numéro, et au téléphone, on lui dit « On a retrouvé ces panneaux-là dans votre chambre d'hôtel, est-ce que c'est vous qui les avez volés? » Puis il fait juste dire « Oui, c'est moi. » Okay. Il dit « Je voulais un souvenir de Steamboat Springs. »
Prendre photo? Non? C'est en 2000 quelque, là? Et là, on lui dit, ben, rendez-vous au bureau de police, là, on va vous accuser formellement parce que c'est un crime. Puis si vous voulez pas que ça l'empire, ben, pointez-vous au poste de police. Il accepte. En attendant que Matthew se pointe au bureau de police, ben, son nom, il circule dans le bureau, là, parmi les policiers. Son cas fait jaser parce que, comme tu dis, c'est vraiment random, c'est vraiment bizarre. C'est saugrenu. Oui, c'est saugrenu. Qui vole 3 gros panneaux « Welcome to Steamboat Springs », admet les avoir volés et les laisse derrière lui. En tout cas, vraiment c'est ça. bizarre. C'est bizarre. Et en papotant sur le sujet entre policiers, il y en a un qui trouve que le nom de Matthew Hoffman lui dit quelque chose. Et là, il fouille un peu dans ses méninges et il réalise que Matthew Hoffman travaille pour Scott Barnes Plumbing Company, la compagnie de plombiers. Et là, il se dit bingo, parce que 2 semaines avant le vol de panneaux, il y a un immeuble à condo qui a été incendié. C'était un édifice en rénovation qui avait engagé la compagnie Scott Barnes Plumbing pour faire la tuyauterie. Et Matthew Hoffman avait justement travaillé sur ce chantier-là. Et il y avait des soupçons comme quoi l'incendie n'était pas accidentel. Fait que là, il y avait une enquête de déclencher. Au moment de l'affaire des panneaux, l'enquête était en cours. Et l'origine du feu a été déterminée à l'unité numéro 7, celle où Matthew Hoffman travaillait. Fait que là, il commence à relier le tout. Là, il y a un gars qui a travaillé dans l'unité de condo où il y a eu un feu qui a été déclenché. Ça a brûlé l'édifice au complet et on pense que le feu est criminel. Ensuite, un gars vraiment weird qui travaillait là a volé 3 panneaux publicitaires et a fui la ville. On a peut-être affaire à un gars impulsif aux envies criminelles. Donc, Matthew se pointe au bureau de police pour son vol de panneaux. On l'interroge et là, on commence à y parler de sa job de plombier, blablabla. Bla bla. Et Matthew, il répond, il coopère parce qu'il se doute pas que le sujet va venir à l'incendie. Et finalement, on lui parle de l'incendie, de l'unité numéro 7, et on lui demande pourquoi ses empreintes digitales ont été retrouvées à l'intérieur de la voiture du propriétaire de l'unité numéro 7. Sa voiture qui avait été volée le jour de l'incendie est retrouvée abandonnée au bord de la route. C'est bizarre. Qu'est-ce que tu faisais dans la voiture du proprio où tu faisais des rénaux de plomberie, là? Matthew, il dit une excuse bidon. Il est comme, fallait que je bouge des affaires et fallait que je les mette dans le char du propriétaire. Mais genre, ton plombier, il a pas d'affaire à aller dans ton auto, là. C'est clairement pas vrai. Et là, il est comme un peu piégé. Et Matthew, il avoue. Il dit, j'ai appris que le proprio, il allait être pas là pour plusieurs jours. Il partait en vacances, ou je sais pas trop. Fait qu'à 5 reprises, il est allé dans son appartement. Il vivait là. Il utilisait sa télé. Il se faisait à manger. Il prenait sa douche. Il utilisait le bain tourbillon. Uh-huh. Il habitait là pendant son absence parce que chez lui, il n'y a pas de télé, il n'y a rien. T'sais, il habite dans un petit motel crado, là. Fait qu'il en a comme profité pour vivre la belle vie pendant que le proprio allait être pas là. Un petit squatteux, là. Mm-hmm. Mais il a aussi volé plein d'affaires au condo, là. Genre un toutou en peluche, une machine fax, une caméra, une commode. Quoi? Genre, vraiment... Une machine fax, un toutou, une commode. Voyons, tabarnak. Ouais, vraiment étrange. Là. Je vous avais dit, c'est vraiment une histoire bizarre. Les items volés, il les a tous mis dans la voiture du propriétaire, puis il est parti avec. Et là, finalement, il a abandonné l'auto sur le bord de la route après. Puis là, à un moment donné, il s'est dit, hey, clairement, il y a mes empreintes digitales partout dans son appart. C'est sûr qu'on va savoir que c'est moi, fac. Je vais crisser le feu au condo. Il a mis 10 gallons de gasoline dans l'appartement. Il est complètement crackpot, là. Il s'est dit, je me suis dit que l'alarme incendie allait avertir les autres voisins. Mais quand même, il aurait pu brûler tout le monde, là, parce que l'édifice au complet a brûlé. Genre, il a été rasé, là. Il y avait 16 personnes dans l'édifice au moment de son incendie, mais heureusement, tout le monde a survécu. Il n'y a pas eu de blessés. Mais il aurait pu tuer 16 personnes. Il a causé 2 millions de dollars de dommages. Genre, vraiment stupide, là. Clairement, cet homme est dangereux et imprévisible. Il a été inculpé d'incendie criminel, d'effraction illégale et délibérée d'une résidence, de vol aggravé de véhicules à moteur au premier degré, de vol de biens et de mise en danger imprudente de la vie d'autrui. Matthew a plaidé coupable et il a écrit une lettre au juge le disant
qui s'excuse, qui comprend tout le poids de son crime, qui promet être un meilleur homme et de plus laisser ses pulsions le contrôler. Il reçoit une sentence de 8 ans de prison pour ses crimes. Je ne sais pas après combien de temps, mais il a obtenu une libération conditionnelle et la cour a accepté qu'il la fasse en Ohio, sa ville, son état natal, parce que là, il a été accusé au Colorado, mais il peut retourner en Ohio faire sa liberté conditionnelle. Il va payer 4800 $ des 2 millions de dommages qu'il a causés. Ben voyons parce donc. qu'il est broke. C'est une joke. C'est tout ce qu'il y Il a avait, essayé, là. Ouais. Il respecte toutes ses conditions. Il rencontre même son agent de libération conditionnelle tout le temps. Il respecte ses rendez-vous. Il a même l'air sur la bonne voie. Il a l'air d'avoir appris sa leçon. Il continue sa passion des arbres. Il se procure même de l'équipement pour grimper les arbres. Sa vie continue. Il fait la rencontre d'une jeune fille avec qui il développe une relation. Il trouve même une job de coupeur d'arbres. C'est quand même une bonne job pour ses intérêts, là. Au Fast Eddie's Tree Trim Company. Il tripe ses arbres, puis là, il les coupe. Ouais, mais je pense qu'il aime travailler les arbres, tu sais. Oui. Fait que les couper, c'est quand même le fun pour lui, je pense. OK. Puis des fois, tu sais, les coupeurs d'arbres, faut qu'ils grimpent dans les airs, là, couper une branche, tu sais, qui est sur un fil électrique ou des choses de même, fait qu'il doit bien aimer ça, là. Avec ce nouvel emploi, l'argent rentre bien, il réussit à se payer une petite maison, et sa blonde et le fils de sa blonde de 8 ans emménagent avec lui. Il adopte 2 chiens, et là, il vit vraiment la petite vie américaine parfaite. C'est vraiment le jour et la nuit avec son passé un peu bizarre, là. On dirait que il s'est retrouvé, il s'est calmé. Ses voisins, ils l'aiment full. Leurs enfants jouent ensemble. Matthew, il montre même aux enfants du coin comment grimper dans les arbres, identifier les feuilles, observer les écureuils. Il nourrit même les écureuils devant les enfants, là. Bref, c'est comme genre l'homme des bois de la rue, là. Vraiment un gros switch. Faudrait que l'histoire arrête ici. Bien sûr. C'est là qu'on arrive à l'été 2010, quelques mois avant le début de notre histoire. Là, ça va trop bien pour Matthew. Et ses pensées impulsives réapparaissent. On dirait que c'est quand tout est trop calme, quand il s'emmerde, quand il est trop pogné dans une routine, que ça commence à déraper. Il commence à s'ennuyer et il a envie de faire quelque chose de big, de téméraire, d'insouciant, de whack. Pour vrai, whack est le mot du jour. Ouais, c'est ça. On dirait que ça le gruge de l'intérieur, là. Il commence à redevenir grognon, têtu. Il est désagréable avec les voisins, avec ses collègues. Et un jour, ses 2 chiens disparaissent. Personne ne sait pourquoi il n'y a plus de chiens, mais un jour, ils sont plus là. Il les a peut-être abandonnés au refuge. Il les a peut-être tués. Ou sont peut-être décédés de causes naturelles. Ouais. Mais on va voir que moi, je pense qu'il les a tués. Oui. Je m'en doute, mais tu sais, il y a plus d'options quand même que avant de tuer tes chiens. Toi-même. C'est vrai. Sautons pas aux conclusions trop vite. Ouais. La passion pour la forêt et les arbres de Matthew s'est transformée en espèce de mode de vie survivaliste. Il commence à se préparer pour vivre dans la forêt, vivre dans les arbres. Il chasse les écureuils pour les manger, mais il y a une maison, de l'argent, une cuisine, une épicerie. Tu sais, il a comme pas besoin de manger des écureuils. Sa blonde dit qu'il cuisine sur le barbecue dans la cour. Il pourrait au moins faire un feu, là. Je veux dire, si t'es survivaliste, fais-le jusqu'au bout, là. Cuis tes écureuils dans feu de camp en forêt, pas dans un barbecue. Dans son air fryer. Ouais, c'est ça. Oh my God. Ça perd un peu de son cachet survivaliste, là, mais bon. C'est ça. Parlant de sa blonde, ben les gens vont observer que son comportement change à elle aussi. Elle est comme plus silencieuse, déprimée. Elle montre un peu les signaux typiques là, des conjointes soumises dans une relation toxique, tu sais, où tu t'isoles, où tu perds de ta vivacité à cause d'un partenaire violent, soit physiquement, psychologiquement ou les deux. Ça commence à s'éteindre et à l'automne 2010, elle finit par rompre avec Matthew. Puis du jour au lendemain, là, elle s'en va, elle quitte la maison avec son fils, peu de temps avant novembre 2010. Genre une question de semaines. Ça commence à mal aller pour Matthew, abandonné par sa blonde et son fils, qu'il aimait bien, là, le fils de sa blonde. Et son comportement ne fait qu'empirer. À son travail,
Tout le monde le trouve de plus en plus étrange. Il passe des heures et des heures dans les arbres, là. C'est à journée longue, il est dans les arbres. Des fois, il amène un sleeping bag, puis il dort dans les arbres. Il mange dans les arbres. Genre, c'est vraiment bizarre. Ça aurait vraiment pu être un crime d'arbre, ton affaire, sur Patreon. C'est vrai! Ah, t'aurais dû me dire ça comme défi. Oui, c'est ça. Finalement, le boss de Matthew apprend qu'il a menti sur son expérience en tant que coupeur d'arbres. Genre, sur son CV, il avait dit qu'il avait déjà travaillé comme tree trimmer, mais dans le fond, il avait jamais fait ça de sa vie. Et surtout, il a jamais mentionné son casier judiciaire, son vol de panneaux, mais aussi son incendie criminel qui a failli tuer 16 personnes. Là. Fait que là, son boss, il renvoie Matthew sur le champ. Ça va mal. Il perd la job qu'il aime, la femme qu'il aimait, et il tombe dans une spirale de colère. Le 24 octobre 2010, l'ex-blonde de Matthew revient chez lui à la petite maison là, pour aller chercher des choses qui restaient. Et d'une manière ou d'une autre, une chicane a éclaté entre eux et Matthew est devenu hyper violent. Il l'a poussé contre un mur et il a commencé à l'étrangler. Elle a réussi à s'enfuir, mais il l'a rattrapé, il l'a jeté à terre et il a continué à l'étrangler encore. Elle va témoigner dans le rapport de police qu'elle était sûre et certaine qu'à ce moment-là, il allait la tuer. Il voulait la tuer. C'était une tentative de meurtre, là. C'était pas juste une attaque, là. Finalement, elle s'en est sortie, est allée remplir un rapport à la police, mais finalement, elle a décidé de pas porter plainte. Elle veut plus entendre parler de ce gars-là, elle veut juste hors de sa vie, puis jamais le revoir. Matthew, il subit donc aucune conséquence, malgré avoir battu et failli tuer son ex. Il continue à vivre sa vie de Spider-Monkey, là. Il recommence aussi à entrer par effraction dans les maisons des gens pour le thrill, comme il avait fait au condo. Et en novembre 2010, il tombe sur une maison qu'il aime bien, sur King Beach Drive à Apple Valley, la maison de Tina Herman. Puis c'est une maison isolée, entourée de forêts, parfait pour qu'il puisse s'installer dans un arbre et observer ce qui se passe à l'intérieur. Matthew, des jours et des jours avant le 10 décembre 2010, il espionnait la famille. Il campait dans la forêt, puis il observait leurs moindres faits et gestes. Oh là 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 là, ça m'écoeure. Ouais. Il a appris la routine familiale, quand est-ce que les enfants prenaient l'autobus scolaire, quand est-ce que Tina partait au Dairy Queen, et le fait que Greg quittait très tôt le matin pour aller à son travail. Il a tout pris en note. Mais pourquoi? Pourquoi Matthew Hoffman faisait ça? Qu'est-ce qu'il planifiait? Il va dire plus tard, et ça, c'est sa parole qui est à prendre avec un grain de sel, genre un esti de gros grain de sel, un bloc de sel, OK? Il dit qu'il est tombé sur cette maison-là par hasard et il observait la famille pour prévoir un cambriolage quand il allait avoir personne. Mais que ça l'aurait mal tourné. Moi, je dis que ce n'est pas ça du tout et que c'est un gros menteur. Parce que quand on va voir le crime, là, ça n'a pas l'air d'un cambriolage qui tourne mal. Ok. Anyway, là, il vole des toutous puis des commodes, là. Il habite dans un arbre. Où c'est qu'il va mettre ça, sa commode puis son toutou, là? Genre, il mange des écureuils, là. Donc, dans les jours avant le drame, Matthew, avec son sleeping bag, il dormait dans un arbre derrière la maison de Tina, en regardant les Herman Maynard vivre. À la journée longue. Et il va finalement passer à l'acte et obtenir le surnom du Leaf Killer. Chapitre 4. Le Leaf Killer. Attention, trigger warning, je vais parler de meurtre sordide, de maltraitance animale, d'agression sexuelle et de mort d'enfants. Le 10 novembre 2010, Matthew y espionne sournoisement Tina et ses enfants. Une fois que les jeunes partent en autobus scolaire, Tina quitte la maison pour aller à l'épicerie et mettre du gaz dans sa voiture. Pendant ce temps, Matthew en profite pour entrer par effraction chez Tina. Selon lui, voici ce qu'il a fait. T'sais, il dit qu'il voulait voler la maison. Donc, c'est pour ça qu'il a attendu que tout le monde quitte pour entrer. Et je crois pas trop à ça, comme j'ai dit. Dès que Tina est revenue à la maison, Matthew l'attendait et lui a sauté dessus. C'est une de mes pires peurs, là, arriver chez moi, penser être toute seule, puis finalement, il y a quelqu'un qui m'attend, là.
Terrifiant. Ah, c'est terrible. Toujours selon les dires de Matthew, il a traîné Tina dans la chambre et forcé à se mettre à plat ventre sur le lit. Il dit qu'il a essayé de la rendre inconsciente en la frappant, mais ça marchait pas. Il aurait paniqué et décidé de la poignarder avec son couteau de chasse qu'il avait amené avec lui. Pourquoi amener un gros couteau si tu prévois voler une maison qu'il n'y a personne dedans? Pendant que Tina est violemment battue et poignardée, sa meilleure amie Stephanie Sprang arrive. Ah non, non, non. Ils devaient aller visiter des apparts ensemble parce que Tina a pensé déménager à cause de sa séparation. Vraiment mauvais timing. Autant ça aurait pu être une bonne chose, elle aurait pu comme la sauver, mais là, on dirait que c'est pas là que ça s'en va. Là. Non. Ça elle rentre tout bonnement, la porte est débarrée, elle entend des cris, elle va voir dans la chambre et elle peut rien faire contre la force puis la folie de Matthew, là. Elle essaie de faire de quoi, d'aider Tina, mais c'est impossible. Matthew, il la pourchasse dans la maison, jusque dans la chambre de la petite Sarah, la fille de Tina. Matthew, il poignarde Stephanie de 2 coups fatals dans la poitrine. Elle meurt rapidement, mais Matthew veut continuer à la poignarder encore et encore. C'est un bain de sang. Après, Matthew, il retourne voir Tina. Il a recommencé à la poignarder, même si elle aussi, elle était déjà décédée. Il finit par lui couper l'abdomen grand ouvert. C'est vraiment de l'overkill. Matthew, il traîne le corps sans vie de Tina dans la salle de bain et la démembre dans le bain. Il essaye avec son couteau de chasse, mais il dit que finalement, il a dû le faire en arrachant les articulations parce que son couteau n'était pas assez coupant pour couper des os. C'est dégueulasse. Il va faire la même chose pour Stephanie et il va mettre les morceaux dans des sacs poubelles. Ok, mais là, excuse-moi, mais comment il ose dire que c'est un cambriolage qui a mal viré? Genre, comment il ose dire ça, là? Il se serait pas rendu là, là. Il aurait, genre, limite frappé les filles, ok, sont inconscientes, ils quittent en courant, là. Ben oui, clairement, Stephanie, c'était pas prévu, là, mais moi, je pense qu'il voulait massacrer cette famille-là, puis Stephanie, c'était un dommage collatéral, là. Pauvre elle, là, quel mauvais timing, j'en reviens pas. Et là, pendant tout ce temps, le chien de Tina, il jappe sans arrêt, en panique. Et Matthew, ben, il le tue lui aussi, il le démembre et il le met dans des sacs poubelles. Et là, il se dit, bon, faut que je me débarrasse de la scène de crime, puis faut que je simule que c'est un incendie qui aurait brûlé tout le monde. Fait qu'il se dit, pour camoufler les traces de sang, parce que, tu sais, même si une maison brûle, en faisant des analyses, on peut quand même retrouver des traces de sang dans la maison. Il se dit, si je mets de l'huile à moteur sur les traces de sang, ça va comme brouiller les pistes. Puis ils vont pas savoir qu'il y a eu genre un meurtre sanglant dans la maison. Je sais pas si c'est une bonne théorie, mais il se dit ça dans sa tête. Fait qu'il asperge de l'huile à moteur partout sur les traînées de sang au sol, sur les murs. Mais, avant d'allumer une allumette, il se fait interrompre. Cody et Sarah reviennent de l'école. Ils sortent de l'autobus jaune avec leur petit sac à dos, puis les deux, ils courent jusqu'à l'entrée, ils ouvrent la porte, ils crient « Maman !» et ils tombent sur du sang partout. Hey, ça aussi, c'est un méchant mauvais timing, là. Comme, il avait sûrement prévu là, l'heure de retour des enfants de l'école. Parce que s'il était arrivé, genre, quelques temps plus tard, les enfants, ils seraient peut-être tombés face à face à une maison en flammes, mais ils auraient pu, comme, aller chercher de l'aide. Là, c'est comme un timing de merde. Vraiment un mauvais timing. Il arrive dans la maison pleine de sang, ça sent le gaz, et Matthew Hoffman, avec les pupilles noires comme le démon, apparaît. Là, Cody, par réflexe, il essaie de revirer de bord puis de s'enfuir par la porte d'entrée, mais Matthew, il lui saute dessus. Pour l'arrêter, il poignarde directement le petit gars derrière la tête. Cody, 11 ans, meurt sur le coup. Mais malgré ça, encore une fois, Matthew le poignarde encore et encore, à maintes reprises. 11 ans. Pendant ce temps, Sarah, 13 ans, elle n'a pas vu ce qui est arrivé à son frère, heureusement. Elle était tout de suite partie à courir jusque dans sa chambre pour aller se cacher et prendre son téléphone et appeler le 911. Mais elle a le téléphone dans les mains, elle n'a pas le temps de composer le 911 que Matthew la rattrape dans sa chambre.
qui est pleine de sang aussi. Là, tu sais, elle rentre dans sa chambre pour se cacher, puis il y a tout le sang de Stephanie parce qu'il l'a tuée là. Elle devait paniquer. Matthew, couteau à la main, s'élance pour poignarder Sarah, mais il s'interrompt. Il s'arrête et il décide plutôt de couper les cordons du ventilateur de la chambre de Sarah puis de la ligoter avec. On dirait qu'il veut pas la tuer. Il lui dit « Si tu fais le moindre bruit, je vais te tuer. » Cambriolage? J'en doute. Matthew, il bâillonne Sarah, lui met une tête d'oreiller sur la tête et il l'amène au sous-sol pour chercher d'autres sortes de cordes pour l'attacher. Il utilise finalement la corde d'un traîneau et il attache les jambes de Sarah avec. Il ramène Sarah au rez-de-chaussée, il la jette sur le plancher de la cuisine puis il lui dit « Bouge pas » pendant qu'il ramasse les dégâts. A.k.a. finir de démembrer les corps des victimes. Fait que là, Sarah a fait juste entendre des bruits bizarres, mais elle sait pas qu'il est en train de démembrer son petit frère dans la salle de bain. Sacre. C'est vrai, parce qu'elle l'a pas vu. Elle met clairement son doute, là, parce qu'elle entend sûrement plus de bruit. Là. Mais elle sait pas qui est mort, s'il y a des morts, des blessés, elle sait rien. Le soir venu, quand Matthew a fini ses affaires, il amène Sarah dans la Jeep de Stephanie, parce que Stephanie était venue en auto chez Tina. Fait qu'il prend la Jeep de Stephanie, il met tous les sacs poubelles dedans, et Sarah à l'arrière. Sarah, dans le fond, est à côté des morceaux des membres de sa famille dans des sacs, puis elle le sait pas, là. Parce qu'elle est encore bâillonnée avec une tête d'oreiller sur la tête. Matthew, il conduit et stationne la voiture quelque part, là, sur le bord d'une route abandonnée. Il laisse Sarah dans l'auto avec les sacs poubelles, là. Il lui dit « Bouge pas, je reviens ». Pendant 1 heure, il s'en va. Puis Sarah, elle a comme trop peur, elle sait pas où, elle sait pas s'il y a d'autres monde dans l'auto, elle sait rien, fait qu'elle reste là 1 heure de temps. Oh my God! Pendant ce temps-là, il était allé chercher sa propre voiture, la Yaris Argent. Il transfère Sarah dans sa Yaris. Il laisse la Jeep de Stephanie abandonnée sur le bord de la route avec les sacs poubelles dedans. Et à bord de sa Yaris, il retourne chez lui dans sa propre maison avec Sarah. Il va avoir beaucoup d'allers-retours de voitures, de maisons, de ci, de ça, fait que restez alerte. Arrivé chez lui, Matthew y amène Sarah dans sa salle de bain. Il l'attache et lui enlève la tête d'oreiller qui lui cachait les yeux. Fait que là, après plusieurs heures, elle voit enfin quelque chose. Mais ce qu'elle voit, c'est terrifiant. Dans la salle de bain, sur les murs, il y a des dessins partout à l'encre noire faits par Matthew. Il y a des animaux, des signes yin-yang, des signes peace and love, des feuilles, des gens, plein de gribouillis psychédéliques, partout à grandeur de la salle de bain. Sur le robinet, il y a même genre le visage d'un dude, puis le robinet, il sortirait de sa bouche. Ben voyons. Ouais. Tu sais, c'est juste complètement creepy, genre. Là, Sarah, elle voit ça, elle est ligotée dans cette salle de bain-là, elle panique, et Matthew fait juste lui dire « Bouge pas, je vais revenir bientôt. Il y a des gens avec moi, si t'essaies de t'enfuir, ils vont te tuer. » Évidemment qu'il y a personne avec lui. Mais Sarah, elle a 13 ans, elle prend pas de chance, là. Puis elle est ligotée, elle est attachée à la salle de bain. De toute façon, je pense pas qu'elle aurait été capable de s'enfuir, mais là, en plus, elle pense qu'il y a plein de gens dans la maison qui l'observent. Matthew quitte sa maison dans sa Yaris pour retourner à la Jeep de Stephanie abandonnée sur le bord du chemin et il va reprendre les sacs poubelles pleins de morceaux humains dedans qui étaient encore dans la Jeep. Ensuite, dans sa Yaris, il va au Walmart au beau milieu de la nuit acheter une bâche, plus de sacs poubelles, un sandwich à la dinde et un t-shirt d'Halloween à 1 pièce. On va lui demander pourquoi il a acheté un chandail d'Halloween à 1 pièce, puis il a juste dit parce qu'il coûtait juste 1 pièce. Ben oui. Genre... Ben oui. OK. Ben oui. Hey, depuis tantôt, j'arrête pas de me demander, genre, qu'est-ce qu'il a vécu, ce gars-là, dans sa jeunesse, pour être de même. Genre, je ne comprends pas. Mais c'est ça, puis on le sait pas. On le saura pas, là. Non, je m'en doute. J'ai raconté tout ce qu'on sait sur son passé, là, puis je pense qu'il est vraiment né de même, là. Comme mentionné plus tôt, Matthew il est vu sur des caméras CCTV du Walmart en train de faire ses achats, puis il est le plus normal possible. Personne pourrait croire qu'il vient de tuer 3 personnes, un chien, qu'il y a une petite fille de 13 ans en otage chez lui, puis que dans son char, dans le parking,
il y a des corps démembrés dans des sacs poubelles. Là. Ça me fait tellement peur. Là. N'importe qui qu'on croise dans la rue peut être genre un détraqué mental. Là. C'est fou, là. Après ses achats, Matthew se débarrasse des corps et retourne à la maison de Tina pour continuer son ménage. Là, il fait plein d'allers-retours. Là. Et c'est pendant ces allers-retours qu'il y a l'officier de police qui vient cogner. Il est venu une fois, il n'y avait personne. Là, il retourne une autre fois. Il y a une voiture et les lumières ouvertes. Ça veut dire qu'il était en train de laver le plancher puis les murs pendant que le policier était juste là. Là, Matthew, il essaye de ramasser, mais là, il se rend bien vite compte qu'il faut brûler la maison. Là. Il y a du sang partout. J'ai pas le choix. Là, Matthew, il prend le pick-up de Tina et conduit vers la station-service pour acheter du gaz pour brûler la maison. Mais il n'y en avait pas déjà mis partout. Il n'y en avait pas assez à son goût, je pense. Mais sur la route du retour, le pick-up à Tina, il est vieux, là, puis il arrête pas de staller, genre. Il arrête pas de bugger. Fait qu'il l'abandonne dans un stationnement désert et continue la route à pied, laissant les bidons de gasoline dans le pick-up. Puis c'est le stationnement désert qu'on va retrouver le pick-up de Tina plus tard, le lendemain. Là, à ce stade-ci, Matthew, là, il est épuisé. Il est brûlé. Puis il est rendu, 3 heures du matin à peu près, là. Fait que là, il se dit « Hey, je vais continuer demain, là, je veux juste aller me coucher. » Il retourne chez lui, avec Sarah toujours dans sa salle de bain psychédélique. Il va la voir, puis Sarah, elle commence à y faire la jasette. Elle se dit qu'elle a rien à perdre, là. Tu sais, il est plus grand, plus fort, plus fou qu'elle. Elle sait pas s'il y a d'autres gens avec lui. Tout ce qu'elle a comme arme, c'est la persuasion, puis, son humanité. Jouer avec ses émotions. Fait que là, elle commence à jaser avec. Elle lui pose des questions, elle lui fait la conversation, même si en dedans, elle doit vouloir brailler sa vie. Puis Matthew, même s'il est crevé, il commence à y jaser. Il s'ouvre, il parle de sa job, de sa passion pour les arbres, patati patata. Puis là, il décide, « Hey, m'a te montrer ma maison, tiens. On s'entend bien, t'es fine? Check où j'habite. » Fait que là, il décide de la sortir de la salle de bain et elle voit pour la première fois la maison de Matthew. Parce qu'avant, elle avait une tête d'oreiller sa tête, là. Elle avait juste vu la salle de bain. Mais, tiens-toi bien, dans la maison, il y a des feuilles partout. Des feuilles d'arbres, des feuilles mortes. Partout, du sol au plafond. On voit pas le plancher. C'est comme, il faut passer un râteau, là. Genre, c'est comme n'importe quoi. Puis il y a aussi des sacs de feuilles, là, comme quand tu passes le râteau l'automne, là, qui font du sol au plafond tous les murs de sa maison, là, empilés. Ben voyons donc. Genre, what the fuck? Sa passion des feuilles va beaucoup trop loin, là. Et Sarah fait juste dire « Ah, c'est quoi toutes ces feuilles? » Puis il lui dit « C'est pour isoler ma maison. » Matthew, il lui propose à manger. Puis là, Sarah est genre « J'ai fucking faim, oui, je serais down de manger quelque chose. » Et là, il ouvre son congélateur puis il lui montre un écureuil gelé. Puis il est comme « Veux-tu un écureuil? » Ben voyons donc, excuse-moi. C'est ridicule, là! Je pense que j'aime mieux en rire qu'en pleurer, là. Qu'est-ce que c'est ça? Non, ça n'a pas de sens. Elle devait tellement rien comprendre, là. Elle dit non merci, je ne prendrai pas d'écureuil. Et il lui sert un bol de céréales avec du lait caillé à la place. Puis là, la pauvre Sarah, elle se dit, je sais pas si je vais remanger de sitôt, je sais pas la prochaine fois qu'il va me proposer à manger. Fait qu'elle se force à manger les céréales avec le lait caillé, même si c'est dégueulasse. Puis après ça, Matthew, il est complètement épuisé, Sarah aussi. Fait qu'il s'attache après elle, je sais pas de quelconque manière, puis il s'endort, avec Sarah genre ligotée à lui. Je sais pas si Sarah a réussi à s'endormir, là, mais bon. Pendant ce temps, Valérie entre par la porte arrière de la maison de Tina, appelle la police et l'enquête commence. Matthew Hoffman, il finit par se réveiller de sa sieste, chez lui, et il se dit, bon, là, j'ai repris des forces, il est temps d'aller brûler la scène de crime, mais il a aucune idée qui est présentement bondée de policiers. Il attache Sarah dans la salle de bain à nouveau, la salle de bain creepy. Il retourne au pick-up de Tina qu'il avait abandonné parce qu'il stallait pour aller chercher les gallons d'essence qu'il avait pris la veille pour aller mettre la maison en feu. Mais autour de 18h, quand il arrive au pick-up de Tina, il y a un policier qui le voit. Il l'accoste, blablabla, ce que je vous avais raconté plus tôt.
Là, Mathieu, il a pris peur, fait qu'il a tout de suite retourné chez lui, puis il s'est dit fuck that. Il commence à se rendre compte qu'il y a une enquête en cours, puis il panique un peu. Il déplace Sarah dans son sous-sol. Dans le noir, là, son sous-sol, il n'est pas éclairé, rien. Puis il l'attache dans le sous-sol, puis il fait juste la fixer pendant des heures. Puis il va souvent faire ça. Il va descendre en bas, s'asseoir, puis la regarder. Oh En mon silence. Dieu, j'ai des frissons. Elle vit un véritable film d'horreur. Là. Vraiment, là. Kidnappée, enfermée dans une maison pleine de feuilles, du plancher au plafond. Il y a des dessins psychédéliques sur les murs. Il y a un doute creepy qui lui offre de l'écureuil puis qui la fixe en silence. Non. Genre... Non. Puis elle vient de perdre toute sa famille, là, je veux dire. Oui. Il y a ça aussi. C'est ça le pire, là, oui. Puis malheureusement, ça va juste empirer parce que Mathieu va commencer à agresser sexuellement Sarah dans son sous-sol. Elle a 13 ans, je rappelle, et lui, il en a 30. Ensuite, il va lui donner un dictionnaire, puis il va lui dire de regarder la définition du mot « rançon », comme pour lui faire comprendre qu'il veut une rançon, je sais pas trop. Genre qu'il va faire ça avec elle, là. Ouais. Il va lui dire qu'il veut la laisser sortir avant Noël, qu'il veut trouver le bon timing, puis un jour, elle va pouvoir partir. Mais Sarah, elle a des doutes, là. Et elle va rester séquestrée dans ce sous-sol pendant 4 jours. Chapitre 5. L'arrestation. On est le 14 novembre 2010. Et c'est là qu'on envoie une équipe similaire à la SWAT à la résidence de Mathieu pour le prendre par surprise. Les policiers défoncent la porte et tombent sur un Mathieu endormi qui se réveille en sursaut. Il est en train de dormir sur le divan. On l'arrête immédiatement parce que, comme je vous rappelle, là, toutes les preuves pèsent contre lui. Et on fouille sa maison. Il y a des feuilles à chaque centimètre carré et on remarque un gros meuble devant une porte. On le tasse, puis on découvre que le meuble bloquait la porte menant au sous-sol. Des policiers descendent l'escalier. En bas, noir total. Il fait froid, c'est lugubre, on voit absolument rien. Les policiers essayent de fouiller à l'aveuglette avec leur petite lampe de poche. Et finalement, ils trouvent, dans un petit espace verrouillé à clé, la petite Sarah couchée sur une pile de feuilles, dans le noir complet et glacial d'un sous-sol en hiver pas chauffé. Elle est apeurée, mais vivante, Wow. sans aucune blessure physique grave. Oh mon Dieu, wow. Ça faisait 4 jours qu'elle était sur cette pile de feuilles, ligotée. Puis qu'elle avait sûrement pas mangé rien d'autre que son lait caillé de v'là 4 jours, genre. Mm-hmm. Oh là là! À ce stade-ci, personne s'attendait à trouver un des disparus encore vivant. Mm-hmm. C'est clair. Surtout avec la quantité de sang dans la maison, là. Tout le monde est sous le choc. Et avant d'aller secourir Sarah, là, tu sais, qu'ils la trouvent comme ça, ils la prennent en photo comme preuve. Ils ont comme pas le choix, mais c'est crève-cœur. Elle est là, ligotée, elle regarde les policiers, puis là, ils font juste sortir une caméra puis un flash. T'as pas vu la photo? L'aveugle dans le noir. T'as-tu vu la photo? Oui, j'ai la photo. Oh je vais là la là. mettre sur Instagram. Là, c'est vraiment triste. Ben voyons. Elle fait vraiment pitié. Et cette fille-là veut pas cette photo-là. Pourquoi cette photo-là existe? En tout cas. Ouais. Sarah est attachée. Elle pouvait pas bouger sur une pile de feuilles. Elle porte une couche faite en sac de poubelle par-dessus ses jeans pleines d'excréments. Elle a aussi des genres de mitaines aux mains, mais sont collées avec du duct tape, fait qu'elle pouvait comme pas enlever ses mitaines. La première chose que Sarah a dit quand les policiers la sortent de la maison, c'est « J'ai manqué plein de jours d'école, faut que j'aille à l'école. » Mais voyons! Pauvre petite. Elle pensait juste à ça. Elle pensait juste genre « Oh merde, j'ai manqué une semaine d'école. » Non, mais là, elle était dans le déni, là. C'est juste... Ben oui. Petite. Elle savait-tu déjà pour sa famille ou elle a dû comme l'apprendre? Non, c'est ça où que je m'en allais, là. On lui demande « Est-ce que tu sais sont où ta mère, Stéphanie, puis ton frère? » Puis elle dit « Non, j'ai aucune idée. » Parce qu'eux, ils espéraient peut-être qu'ils étaient aussi pris en otage. Mais là, les policiers ils commencent à se dire « Ouais, je pense que les autres sont morts. » On trouve chez Mathieu ses bottes qui matchent avec les empreintes de pas récupérées sur le tapis. On trouve le chandail camouflage qu'il portait sur les caméras de surveillance du Walmart et le couteau de chasse utilisé durant l'attaque. On trouve aussi une caméra Canon avec plein de photos de Sarah dedans. Genre, il la prenait en photo dans ses piles de feuilles.
J'ai rarement vu de quoi d'aussi creepy, dégueulasse. Puis il va jamais l'avouer là, que c'était prémédité, mais clairement, moi, je pense que c'était prémédité, puis il voulait Sarah. On interroge Matthew, il coopère zéro. On veut savoir sont où les autres, mais il dit rien, rien, rien. Il fait juste demander un avocat. C'est chiant, mais c'est vrai. C'est ce que tout le monde devrait faire. Jamais parler sans la présence de ton avocat, surtout si t'es innocent, là. Mais tu sais, souvent dans les cas, les tueurs, ils pensent qu'ils sont capables de parler à la police eux-mêmes, ou ils avouent tout de suite, ou ils pensent pas demander un avocat. Mais Matthew, au moins, ben malheureusement, ou heureusement, je suis pas drôle, mais il connaît ses droits, puis il veut pas parler sans la présence d'un avocat. On demande l'aide du public pour retrouver les disparus. Plein de gens donnent des pistes, des fausses pistes, comme c'est trop souvent le cas. Il y a des médiums qui disent savoir où sont les corps, les policiers vont voir, c'est jamais là, tu sais, ça fait juste perdre le temps à tout le monde. On essaye même de ramener Matthew sur la scène de crime pour voir si ça le ferait pas parler, mais non. Tout ce qu'il dit, c'est « j'ai blackout, je me rappelle de rien, je me rappelle juste de m'être réveillé un jour avec une jeune fille ligotée dans mon sous-sol. » C'est des jours et des jours plus tard que Matthew s'ouvre enfin à un agent qui l'amenait à la salle de bain. Il était comme en détention, là, puis il y a un agent qui s'est comme lié d'amitié avec lui, je sais pas trop, mais Matthew a commencé à lui faire confiance. Puis il lui a dit « J'ai fait un rêve la nuit dernière, et c'était un cauchemar. J'étais dans une usine de transformation alimentaire, et je regardais dans un sac à ordures, et je voyais des restes humains. Et ce cauchemar lui aurait remis les idées claires, et remémorer des souvenirs. » Entre guillemets. Il dit « Je vais te donner la position des corps en l'écrivant sur un papier, que je vais te donner ensuite à mon avocat, puis ça va être reconnu comme ma confession officielle. Je veux ensuite que toi, l'agent Dietz, me conduises quelque part, n'importe où, dans un sentier abandonné, peu importe où. Je veux que tu me débarques là-bas, je vais faire semblant de m'enfuir, puis tu vas me tirer dessus dans le dos pour me tuer. Je suis un monstre, je ne peux pas vivre avec ce que j'ai fait. » Oh là là. Mais bon, ça se passera pas comme ça, là. Tu peux pas demander à un officier « tue-moi », là. Hey, j'avais peur que tu me dises qu'il le fasse, je sais pas. J'avais tellement peur. Non. C'était tellement l'option facile Ben pour lui de mourir puis de justement pas avoir à vivre avec les conséquences de ses actes. Exact. Puis mourir vite aussi, là. Ce genre de deal est malheureusement impossible pour lui, là. L'agent Dietz, il conseille à Matthew à la place de seulement avouer ses crimes, que ça le libérerait d'un poids énorme, qu'il se sentirait mieux après. Mais là, Matthew, quand il réalise que sa proposition marche pas, il fait juste dire « Ah ben, en fait, je me rappelle de rien. Oublie ce que je viens de dire. » On le place en Suicide Watch. Il porte une genre de veste anti-suicide 24/7, là. On le surveille. Mais on n'a toujours rien. Aucune information sur où seraient les corps. Le FBI et le Center of Missing and Exploited Children est rendu sur le dossier aussi pour retrouver les 3 corps. Et 5 autres jours passent. Là, Matthew change soudainement d'idée. Il a eu du temps pour réfléchir et il veut plus mourir, en fait, il veut vivre. Il dit « Je veux qu'on enlève la peine de mort des considérations pour ma sentence. Je vais vous dire où sont les corps seulement si je reçois pas la peine de mort. » Quand même un deal classique qu'on a vu souvent. Là, les policiers rencontrent les familles des victimes pour leur expliquer la situation. Ils sont genre, écoutez, voulez-vous savoir où sont les corps de vos proches, mais que le tueur ne reçoive pas la peine de mort? Ou on le tue, on le condamne à mort, mais on retrouvera peut-être jamais les corps. Mais tu sais, une condamnation à mort, là, ça peut prendre 60 ans, là. Fait que tu sais, est-ce vraiment une condamnation à mort? C'est un bon dilemme quand même, puis je trouve ça cool que les policiers aillent demander l'accord des familles. Mais tout le monde a dit oui, faites-le parler, retirez la peine de mort, on veut enterrer nos êtres chers pour faire notre deuil. On propose donc un deal à Matthew. En échange de ne pas recevoir la peine de mort, il faut qu'il donne la localisation exacte des corps et qu'il plaide coupable à tous les chefs d'accusation contre lui. Donc, meurtre au premier degré, kidnapping, outrage à un cadavre, agression sexuelle, etc. Et finalement, il pourra jamais aller en appel de la sentence qu'il va recevoir. Jamais, jamais, jamais. Matthew Hoffman accepte le deal et avoue officiellement avoir tué
Cody, Stephanie et Tina. Il explique où sont les corps et les policiers suivent les directives. Ils se rendent au Kokousing Lake Wildlife Area à Fredericktown en Ohio. Ils conduisent un certain temps sur une route sinueuse, puis doivent poursuivre le chemin à pied. Fait que là, ils s'enfoncent dans la forêt et tombent finalement sur un giga méga arbre avec un trou dans son tronc à environ 40 pieds dans les airs. C'est vraiment haut, là. Il y a juste un trou, il voit en haut de l'arbre, il y a un trou. Puis l'intérieur du tronc est comme vide, un peu grugé par les insectes, là. Tu sais, les policiers, ils peuvent pas grimper à 40 pieds dans les airs pour voir dans le trou. Fait qu'à la place, ils prennent leur lampe de poche, puis ils essaient de regarder dans des mini-trous à hauteur d'homme, l'intérieur du tronc, genre. Vis-à-vis leurs yeux, il y a des petites craques dans le tronc, puis ils peuvent voir à l'intérieur. Et ils trouvent des sacs poubelles. Elle y aurait jamais trouvé. Jamais. Non. Genre, si c'était pas fait pogner, il y aurait jamais trouvé. Le tronc de l'arbre était plein des restes des corps des victimes. Fait que Matthew, il a grimpé dans l'arbre à 40 pieds dans les airs pour jeter les sacs poubelles dans le trou, puis qui tombent jusqu'en bas, jusqu'au fond du tronc. Ben voyons! C'est fou, là! Comment est-ce possible? Comment il a fait ça? Genre, il est genre maniaque un système de bout, cordes, genre, puis il a grimpé dans l'arbre, puis là, il a tiré ça en haut, puis... Ben, c'était un spider monkey, là, fait qu'il y avait les techniques pour grimper dans les arbres, là. Puis un tronc, c'est pas vide, là. Genre, c'était quoi les chances qu'il tombe sur un méga arbre que le tronc, il est vide? Ouais, il a dû explorer longtemps, là, pour trouver le bon arbre, là. On appelle un tailleur d'arbres professionnel pour faire couper le tronc et on récupère les restes des corps, dont les têtes de Cody Maynard, 11 ans, Stephanie Sprang, 42 ans, et Tina Herman, 32 ans, ainsi que le petit chien. À l'audience, Matthew Hoffman doit plaider coupable verbalement à chaque chef d'accusation. Donc, meurtre premier degré, il doit dire « guilty ». Non, guilty. Une fois rendu à agression sexuelle, il est même pas capable de le dire. Il fait genre... Il marmonne, genre. Puis c'est le juge qui doit dire « Pardon, pouvez-vous parler plus fort? Ai-je bien entendu? » Il force à bien articuler. Mais parce c'est souvent ça, honte. hein, genre, agression sexuelle, là, ça veut jamais être amené en cours, genre... Parce que les gens qui font ça en prison, après, ça ne va guère, là. Exact. Mais sa honte, là, ça montre qu'il est très conscient de ce qu'il a fait, puis il sait différencier le bien du mal, là. Sinon il n'aurait pas honte de le dire. Il a beau clairement avoir des troubles mentaux, il a conscience de ses gestes, puis il a conscience des répercussions, parce qu'il sait, si je dis agression sexuelle, en prison, ça va peut-être brasser, là. Fait qu'il est quand même conscient. Il reçoit immédiatement la sentence de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Il pourra jamais aller en appel à cause du deal. Il est donc derrière les barreaux pour toujours. Chapitre 6. Sarah Maynard. Quelle femme forte, cette jeune, quand même, là, après tout ce qu'elle a vécu. Là. Au procès, elle a écrit une lettre. Elle voulait la lire à voix haute, mais je sais pas qui exactement, là, mais les gens haut placés lui ont fortement encouragé de la faire lire à quelqu'un d'autre au lieu que ce soit elle-même qui la lise parce qu'il y avait peur qu'elle minimise l'impact que ça lui ferait puis qu'elle sous-estime comment ça allait être difficile. Fait que quelqu'un a lu la lettre à sa place, mais dans la lettre, ça dit qu'elle a plus peur de Matthew. Elle dit, et je cite, « C'est dégueulasse, Matthew, de savoir que tu as eu l'audace de faire tout ce que tu as fait à toute une famille. » Sous la garde de son père Larry, elle a continué à vivre sa vie, sans sa mère et son petit frère malheureusement. Elle jouait à la balle molle, comme nous. Elle était, contrairement à nous, super bonne, mais ça lui rappelait trop son petit frère Cody qui lui jouait au baseball puis il était vraiment bon dans ce sport-là. Fait qu'elle a décidé de changer pour le volleyball parce que c'était trop tough de jouer à la balle molle en pensant à son frère. Sarah, elle a de l'air comme d'une athlète aux multiples talents parce qu'elle perce aussi en volleyball, elle est full bonne. Elle aspire à devenir pédiatre et elle semble réussir dans la vie malgré ses traumas. Mais tu sais, elle dit que quand même, elle a beaucoup de difficultés à connecter avec les autres. Socialement, c'est tough. Elle est refermée sur elle-même. Elle a de la misère à se faire des amis. Elle aime pas ça aller à l'école. C'est comprenable. En 2013,
3 ans après le drame, Larry Maynard, 34 ans, et sa nouvelle femme, Tracy Maynard, 33 ans, ont été accusés de violence domestique envers Sarah sous 2 instances différentes. Tu me niaises, là. Je capotais quand j'ai lu ça. Ben voyons donc. Est-ce que la vie s'acharne tout le temps sur les mêmes personnes? Ça n'a pas de sens. Après tout ce qu'elle a vécu, son père est violent avec elle. Puis la nouvelle blonde de son père. Selon Sarah, son père biologique l'a frappé dans le dos et sa belle-mère l'a poussé en bas des escaliers. Ils ont été arrêtés et une caution de 5 000 $ chacun a été imposée en attente de leur procès. Les charges ont finalement été abandonnées en échange que les deux prennent des cours sur la parentalité et sur comment gérer les traumas. Un cours pour savoir qu'il faut pas frapper ton enfant. Hey, je suis sous le shit. Ils ont aussi un ordre de restriction. Ils peuvent plus approcher Sarah. Et Sarah, avec ses 2 demi-frères de 7 et 3 ans, sont allés vivre chez leur grand-mère maternelle, la mère de Tina, Barbara. C'est fou, là. Fait que Barbara, elle a la garde des enfants de la blonde à l'ex-mari de sa fille qui a battu sa petite fille. C'est compliqué, là, mais... Ouais. Genre, elle est bonne, là. C'est fou parce qu'en plus, là, Larry, il a tellement fait d'apparitions publiques avec sa fille après le crime. C'est clair. Genre, il parlait à quel point c'était difficile, que sa fille faisait pitié, qu'elle était forte, qu'il était là pour elle. Ils sont allés, genre, aux émissions comme Salut, bonjour. Je pense qu'ils ont fait Dr. Phil aussi. Je pense qu'ils ont même contribué à l'écriture du livre, là, sur lequel je me suis fiée pour l'histoire. Tu sais, il a comme sauté sur l'occasion pour avoir un petit time to shine. Puis finalement, il battait sa fille après les tournages, là, tu sais, genre, what the fuck. Sarah, elle a dit notamment à Dr. Phil, « C'est difficile, je souffre en dedans, mais je montre aucune émotion, je pleure jamais. » En 2019, Sarah Maynard a participé à un panel de survivantes organisé par Elizabeth Smart. T'en avais parlé? Oui. Dans ton épisode sur Jamie Closs. Ben, elle était là, Sarah Maynard. Sur Jamie Closs puis Denise Hoskins. La Gone Girl. Les 2 étaient là. Ouais. Oh shit! C'est fou! La boucle se boucle. Uh-huh. Parmi d'autres survivantes de crimes violents, Sarah elle a pu donner des conseils et partager son expérience. Jamie Closs, là, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, c'est celle qui a vécu 88 jours séquestrée chez son kidnappeur. C'est un bon épisode que Cré a fait si vous voulez aller voir. Il y a quand même des similitudes dans les 2 histoires, là. Un gars qui obsède sur une jeune fille, qui tue toute sa famille, puis qui pense un peu que c'est sa blonde en la gardant chez lui. Sarah elle témoigne. Savoir que je pourrais plus jamais dire « maman », c'est le pire sentiment du monde. Mes proches ne sont pas juste décédés, leur vie a été brutalement volée. Ça m'a rendue une femme forte, ça m'a rendue une mère très forte, parce qu'elle est maman à son tour aujourd'hui. Et je lui souhaite une vie tranquille, paisible auprès de ses enfants. Matthew Hoffman, le Leaf Killer, a aujourd'hui 44 ans. Il pourrit actuellement en prison, loin des arbres, de la forêt ou de tout ce qu'il aime, comme il le mérite. Et c'était son histoire. Voilà. Tabarouette. Hey, c'est vrai, j'ai oublié, là, à quel point c'était quand même récent comme cas, là. Quand t'as dit 44 ans, c'est pas vieux, là. Il y a juste 44 ans, là. Mais genre, je comprends qu'il va comme pourrir en prison, mais... Ben, j'espère, en tout cas, que ça va pas changer puis qu'il va pouvoir sortir, parce que cet homme est dangereux, là. Ouais, mais c'est pas supposé. C'est vraiment pas supposé. Mais good job. My God, c'était une grosse histoire. C'est frustrant, là. Sans dessus-dessous, là. Ça n'a pas de sens. Ah. Je pense beaucoup aussi au chum de Stéphanie, qui a comme rien demandé dans la vie, là. Tu sais, je veux dire, il habitait juste à côté. Oui! Puis sa blonde est juste comme aller voir son ami pour l'aider, puis elle est jamais revenue, tu sais. Ça doit tellement être fâchant. Fou. Ouais, j'ai skippé des bouts, mais dans le livre, là, ça rend beaucoup hommage aux victimes, puis on en apprend aussi beaucoup sur Stéphanie, sur Tina, sur les enfants. Je vous le conseille, mais oui, c'est horrible. Eh boy, je pense à toutes eux autres, puis écoute, je leur envoie de l'amour. C'est fou qu'elle ait survécu, puis c'est fou qu'elle ait une petite famille à son tour aujourd'hui, tu sais, malgré toute la vie de merde qu'elle a vécue à partir de ça, là. Ouais, elle continue à avancer.
Elle est vraiment forte. Je pense que je vais réécouter le panel avec Denise Hoskins puis Jamie Kloss parce que je veux voir comme... Faudrait qu'on couvre chacune des histoires des invités de ce panel-là. Ben, clairement, là. Et là, ben merci Jus, c'était très bien raconté, très bien recherché, très bien... Plein de belles informations. Merci à toi et à nos auditeurs d'être restés là jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre Patreon. On a plein de nouveaux membres, là. C'est tellement apprécié. Puis, plein de belles choses s'en viennent grâce à nos abonnés Patreon. On va vous en parler bientôt, mais merci beaucoup, beaucoup. Vous faites toute la différence. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Sur Instagram, j'aimais toutes les photos, dont celle de la petite Sarah sur la pile de feuilles. Là. C'est crève-cœur, pauvre petite. Mais la photo est tellement partagée sur Google, là, genre ça sort en premier que je me suis dit que genre je pense pas que je pense que c'est correct qu'on la partage là. Puis sinon, n'oubliez pas de nous donner une note 5 étoiles sur Apple Balado, Spotify, Amazon Music, Audible, whatever. Merci à ceux qui le font, ça nous aide vraiment. Puis ça, c'est gratuit, puis ça nous aide aussi beaucoup. Fait que merci. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour ton épisode. Oui! À la semaine prochaine, tout le monde! Gros bisous! Bye!